Mais il y a un message extrêmement important que je voudrais que vous reteniez à la fin de cet exposé. Donc ceci, c'est une... je vous rassure, je ne vais pas tout voir, hein, mais c'est un résumé non exhaustif de pathologies congénitales qu'on peut voir au niveau pulmonaire, essentiellement. Il va y avoir des anomalies de position, de bronches, de vaisseaux systémiques, des vaisseaux pulmonaires, des veines, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est intriqué finalement. Et c'est tout à fait logique, puisque le développement du bourgeon pulmonaire primitif vient de l'intestin primitif, ce qui fait qu'on aura des malformations associées. Et également, le système cardiovasculaire se développe exactement au même moment. Et donc, toutes ces pathologies que je vous montre ici, vous allez les retrouver non pas de manière isolée, mais le plus souvent de manière intriquée. Et c'est un schéma que je reprends d'un papier indien qui est très très intéressant, qui montre bien qu'on peut avoir des pathologies bronchiques, artérielles et veineuses pures, mais que la plupart ont être un mix, si vous voulez, de ces différentes composantes. De telle sorte que depuis une vingtaine d'années maintenant, on tend ne plus à parler, par exemple, de séquestration pulmonaire, mais de malformation thoracique congénitale, et il faudra citer pour chaque patient toutes les malformations bronchiques, artérielles et veineuses que vous allez retrouver chez ces patients. Alors commençons par ce qui est le plus facile à diagnostiquer, c'est-à-dire des anomalies qui sont globales ou de position, qui vont intéresser finalement les trois composantes. Alors on peut commencer par ce qu'on appelle les anomalies de situs, c'est-à-dire la localisation des organes au niveau du thorax. Le situs solitus, c'est ce qui comporte 90% des lésions dans cette assemblée. On a 3 lobes à droite, on a 2 lobes à gauche, et l'inverse, c'est ce qu'on appelle le situs inversus. C'est simplement au niveau de la ligne médiane, des organes qui sont inversés, 3 lobes à gauche et 2 lobes à droite. Et dans 20% des cas, vous savez que ces patients peuvent avoir une dyskinésie ciliaire, ce qui est donc le syndrome de Cartagena. Vous voyez l'incidence du syndrome de Cartagena que vous connaissez tous. Toutes les anomalies que je vais vous montrer maintenant sont 10 à 100 fois plus fréquentes que ce syndrome de Cartagena. Alors, on commence par quelque chose qui est compliqué, mais ce sont les anomalies qui sont globales. Ce sont ce qu'on appelle les syndromes hétérotaxiques, c'est simplement les inversions, l'aspect symétrique droite-gauche des organes. Alors comment, en tant que pneumologue ou radiologue thoracique, on va faire le diagnostic? Les cardiologues regardent les oreillettes par échographie, mais nous on ne les voit pas, donc on va regarder l'arc bronchique. On mesure simplement la longueur du tronc souche droit, celle du tronc souche gauche, et généralement le tronc souche gauche est plus long que le droit, et donc on aura un rapport de 1,5 pour la norme. En dessous, on parle d'un isomérisme. On a isomérisme droit, où on va avoir 2 poumons qui sont trilobés. Donc vous aurez 2 bronches courtes qui sont situées au-dessus des artères pulmonaires. On peut voir l'aspect tout à fait symétrique ici, chez ce patient. On peut retrouver la même chose au niveau abdominal, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 côtés droits, et donc ces patients n'auront pas de rate, plus souvent, ils auront un foie médian, un estomac indéterminé, etc., ce qu'on appelle le syndrome d'Ifmack. Ce qui est très important à savoir, c'est que les isomérismes droits sont associés à un taux d'anomalie cardiaque qui est extrêmement important, de telle sorte que ces patients mourraient quasi tous à la naissance. Maintenant, heureusement, ils sont opérés à la naissance, et donc on peut en voir à l'âge adulte. Mais vous ne diagnostiquerez jamais un isomérisme droit qui n'a pas été opéré à l'âge adulte. Ce n'est pas vrai pour l'isomérisme gauche, où là on va avoir 2 bronches longues avec des artères qui sont au-dessus des bronches, comme chez ce patient-ci. On voit bien donc 2 bronches longues des 2 côtés. Les patients peuvent avoir la même chose au niveau abdominal, donc ils auront une polysplénie et différentes autres anomalies également. Ces patients survivent mieux, il y a quand même 60% de mortalité à 1 an, donc ils sont généralement opérés au niveau cardiaque, mais vous pouvez diagnostiquer des isomérismes gauche de manière fortuite à l'âge adulte. Alors toujours dans ces anomalies globales, on a les interruptions de développement. La génésie, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de bronche, il n'y a pas d'artère, il n'y a pas de veine. Donc c'est le seul cas que j'ai jamais vu de la génésie pulmonaire bronchique. Ce qu'on aura très fréquemment dans toutes les anomalies congénitales, c'est une hypoplasie. C'est-à-dire, là, on a tout, on a des artères, des bronches, des veines, mais en nombre moins important que d'habitude. Et vous voyez ici un petit poumon droit qui est hypoplasique par rapport. Une chose qui est peut-être plus difficile à comprendre, ce sont les aplasies. Là, il n'y a que la bronche. Et là, il faut bien les chercher sur le scanner. On a ici 2 bronches qui se terminent en cul-de-sac de manière borgne à ce niveau-ci. On retrouve également ça dans les autres anomalies que je vais vous montrer. Bien, donc revoyons maintenant chaque anomalie de manière séparée. Commençons par les anomalies bronchiques
ou parenchymateuse, soit unique, soit associée avec les diverses variantes au niveau vasculaire. Et on commence par les malformations bronchopulmonaires communicantes de l'intestin public. D'ailleurs, je suis désolé, c'est le terme actuel pour ces anomalies, qui représente en fait simplement le poumon œsophagien ou la bronche œsophagienne. Je ne parle pas des patients qui ont une atrésie œsophagienne, ça c'est la pédiatrie, je ne parle ici que des patients qui sont adultes. Et donc on peut avoir soit tout le poumon qui naît de l'œsophage, soit le plus fréquemment, il s'agit d'un seul lobe. Voici un cas d'hyperthérétie. Vous allez me dire, mais les bronches œsophagiennes, on les découvre sûrement en pédiatrie, pas du tout. Les 3/4 des cas vont être diagnostiqués à l'âge adulte, tout simplement à cause de l'orientation de cette bronche œsophagienne, qui fait que généralement le bol alimentaire et le liquide passent sans passer dans les poumons, heureusement, et parfois le clapet, qui protège finalement le lobe, ne va pas fonctionner correctement, et là on peut avoir une inhalation, et c'est là qu'on les découvre de manière symptomatique. Et ce cas-ci, qui est un cas d'Hilbert, donc était à mon avis pas symptomatique, on voit la bronche qui naît de l'œsophage à ce niveau-ci, et le parenchyme pulmonaire, qui est probablement en légère hyperinflation, probablement parce qu'il est ventilé essentiellement par une ventilation collatérale. Ce n'était pas le cas de celui-ci, que m'a donné Jacques Remis, c'est un patient qui faisait des infections à répétition au niveau du lobe inférieur droit, avec de multiples abcès, et la cause en a été trouvée en instilant du produit de contraste au niveau de l'œsophage, et qui opacifiait bien la petite bronche œsophagienne. Beaucoup plus fréquent maintenant, l'atrésie bronchique. Alors l'atrésie bronchique, c'est l'interruption d'une bronche par rapport à la partie proximale. On voit ici un bronchite tout à fait normal, sauf ici, il y a un morceau de bronche qui s'est déconnecté du reste de la bronchite. On ne sait pas très bien pourquoi certains ont proposé une ischémie durant le développement embryonnaire. Il va y avoir deux conséquences à ça. D'abord, c'est généralement au niveau segmentaire et plutôt au niveau du lobe supérieur gauche, et on peut les retrouver globalement partout. Et les deux conséquences, c'est que le mucus qui va être sécrété par les glandes qui sont en périphérie de cette obstruction ne va plus s'éliminer et donc va stagner, va former ce qu'on appelle une compostelle. Et évidemment, l'air ne rentre plus non plus, et l'air qui va rentrer se fera par ventilation collatérale, et donc on aura une zone de piégeage aérien. Ça peut se voir sur l'air du standard, on peut voir une formation nodulaire qui est branchée éventuellement, qui représente la bronchocèle, parfois avec un niveau hydroaérique comme chez ce patient. Et je n'ai pas l'explication, mais l'importance de ce bronchocèle peut varier au cours du temps. Il y a des patients qu'on a suivis pendant plusieurs années, on voyait que ça diminuait, puis que ça a augmenté. On ne sait pas très bien comment passer le bronchocèle. Et on aura une hypercapnée périphérique. Je vous montre un cas tout à fait typique au niveau du lobe supérieur gauche de l'atrésie bronchique. Vous voyez très bien la bronchocèle à ce niveau-ci, qui ne prend pas le produit de contraste, et toute la zone en hypovascularisation, en piégeage aérique, en périphérie. Et regardez le volume que prend cette atrésie bronchique segmentaire. Dû à l'hyperinflation, il y a compression du poumon normal qui est au contact. Et on comprend très bien qu'en pédiatrie, on peut avoir des tableaux d'insuffisance respiratoire extrêmement sévères chez ces patients, alors que généralement, à l'âge adulte, la découverte est asymptomatique. On a eu des cas de surinfection, comme chez ce patient, et de manière tout à fait surprenante, les 3 cas d'infection que j'ai vus étaient des infections granulomateuses, une tuberculose, une actinomycose et une qu'on a supposée d'une tuberculose que le germe n'a pas poussé chez ce patient. Troisième type d'anomalie bronchique, ce sont les bourgeons pulmonaires ectopiques ou surnuméraires. Je vais passer les diverticules pour passer directement aux bronches trachéales. Alors on a la bronche trachéale vraie, qu'on appelle également la bronche de cochon. On a la bronche lobaire supérieure droite qui naît de la trachée. Mais la situation est beaucoup plus complexe que ça, car on appelle bronche trachéale, entre guillemets, toutes les bronches de distribution anormale qui se distribuent vers un des deux lobes supérieurs. Donc il faut bien comprendre que ces bronches, même si elles s'appellent trachéales, peuvent naître par exemple des troncs-souches. Les plus fréquentes sont du côté droit, celles qui naissent de la trachée, ou proximalement à la bronche lobaire supérieure droite du tronc-souche droit, alors que du côté gauche, je n'ai jamais vu une bronche qui naissait de la trachée, mais elles naissent généralement du tronc-souche gauche au-dessus de la bronche lobaire supérieure gauche. Donc voici les situations qu'on peut avoir du côté droit, une qui naît de la trachée, une qui naît de la carène, et une qui naît ici du tronc-souche. Du côté gauche, je vous l'ai dit, elles naissent généralement du tronc-souche gauche, au-dessus de la crosse de l'artère pulmonaire gauche, comme on peut le voir à ce niveau-ci. Ce n'est pas que ça a un intérêt vraiment clinique. Par exemple, on a eu un patient très récemment
qui avait une tumeur dans son lobe supérieur gauche. On a voulu faire une segmentectomie pour faire une chirurgie d'épargne chez ce patient. Et dans le compte rendu, n'avait pas été mentionné ce type de bronche. Ce qui fait que la chirurgienne, elle, bon, une lobectomie c'est facile, une segmentectomie c'est beaucoup plus difficile, n'était pas au courant de cette variante, qui sont associées à des variantes veineuses également. Elle a créé une veine pulmonaire, ce qui a fait un infarcissement massif de tout le lobe supérieur gauche. Et finalement, on était parti pour une chirurgie d'épargne, et une semaine plus tard, le patient se retrouve avec tout un lobe supérieur gauche en moins. Donc c'est extrêmement important de décrire toutes ces variantes. Ces bronches trachéales peuvent être pathologiques en soi. C'est un patient qui avait des infections à répétition dans le territoire ventilé par la bronche trachéale, probablement sur une sténose. Mais même si une bronche normale, il peut avoir l'intérêt comme ici, c'est un patient qui avait une tuberculose. Et pour faire le diagnostic, évidemment, vous voyez qu'il y a deux bronches qui vont ventiler le lobe supérieur. Enfin, il faut donner le chemin au fibroscopiste. Et ici, c'était la première bronche qu'il devait utiliser pour arriver à faire un lavage de cette outil. Alors que si vous prenez la deuxième bronche, évidemment, il était complètement à côté. Donc ça a vraiment un intérêt clinique de reconnaître cette bronche. Alors, deuxième type de bronche surnuméraire, on appelle les bronches cardiaques accessoires, qui naissent généralement sur le versant interne de l'arbre bronchique droit, juste en regard de l'origine de la bronche lobaire supérieure droite. Il y a deux types. Un type qui est diverticulaire, donc qui se termine de manière borgne, en fait c'est une bronche aplasique, il n'y a pas de vaisseau, simplement un arbre bronchique. Parfois, ça vient ventiler un petit lobe accessoire, qui s'appelle un lobus, ou finalement un troisième poumon. Ça donne peu de complications, on en voit très fréquemment. J'ai vu sur les dizaines de cas qu'on a, 2 surinfections à répétition. Il faut y penser. Comme tout diverticule, ça peut donner une infection à répétition. Et si vous avez une infection à répétition dans un même lobe qui n'est pas expliqué par une tumeur, par les bronchiectasies ou que ça, pensez qu'il puisse y avoir un diverticule et éventuellement une bronche cardiaque accessoire. Probablement plus intéressant pour nos amis marocains, c'est ceci. C'est un diagnostic différentiel de ces bronches cardiaques accessoires. C'est un patient qui faisait un ensemencement tuberculeux systématique au niveau du poumon droit. Et il avait une adénopathie tuberculeuse en infracarinaire. Et on avait loupé le diagnostic au début parce qu'ici on voit qu'il y a une petite ulcération sur le bord interne du tronc intermédiaire qui va s'agrandir progressivement sur les contrôles jusqu'à donner finalement cette fistule ganglio, entre l'adénopathie et la bronche, qui est vraiment au niveau du même endroit que la bronche cardiaque accessoire. C'est typiquement toujours à ce niveau-là qu'on va le retrouver également. Et ça peut même parfois donner le change en endoscopie. On va plus en périphérie dans la bronchite et on arrive à ce qu'on appelle des malformations congénitales des voies aériennes pulmonaires. C'est un terme extrêmement malheureux. C'est ce qu'on appelait les malformations adénomatoïdes kystiques avant, mais comme elles ne sont pas toutes kystiques, elles ne sont pas toutes adénomatoïdes, on a trouvé un nouveau terme. On pourrait croire que ce sont toutes les malformations dont je vous parle aujourd'hui. Non, c'est extrêmement limité à ce type de malformation. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on les voit surtout en pédiatrie, mais à l'âge adulte, on peut en voir deux types, le type 1 et le type 2. Le type 1, généralement, c'est un macrokyste de 2 à 10 cm de diamètre, bien difficile de faire le diagnostic ici sur un scanner. Et le type 2, beaucoup plus typique évidemment, qui sont cet aspect en grappe, de petits kystes que l'on peut voir, des kystes de moins de 2 cm en général. Ce patient a été opéré et la petite formation dense que vous voyez, c'était une bronchocèle. Donc il y avait une atrésie bronchique qui était associée à cette malformation bronchicale des voies aériennes. Terminé pour ce qui est bronchique et parenchymateux, on part au niveau vasculaire et avec des artères systémiques. Évidemment, vous pensez tous aux séquestrations. Donc séquestration, c'est une partie du poumon qui va être vascularisée par une artère qui naît au niveau systémique, le plus souvent à partir de l'aorte. Il y a deux types, les intra- et les extralobaires. Selon le fait intralobaires, elles sont incluses dans le poumon normal, alors que les extralobaires vont être isolées par une plaie viscérale propre de le reste du poumon homologue. Alors ça a également une importance au niveau clinique, car les séquestrations intralobaires sont beaucoup plus fréquentes que les extralobaires. Elles sont généralement découvertes à l'âge adulte, tout simplement parce qu'elles sont associées à peu de malformations, alors que les extralobaires sont associées à un plus grand nombre de malformations, notamment au niveau diaphragmatique, avec des hernies relativement volumineuses, qui font que ces petits patients sont opérés juste à la naissance. Le drainage veineux, généralement, pour les intralobaires est pulmonaire, alors que pour les extralobaires, il est plutôt systémique dans la ciliose ou éventuellement au niveau infra-abdominal. Je vous montre des exemples, mais ça vous en avez déjà vu tous. On a une opacité au niveau du lobe inférieur gauche,
kystiques ici. Alors, ce sont des vieux cas, on ne les analysait pas systématiquement comme on les analyse maintenant en anapathe. Il peut s'agir d'une composante de malformation, qu'on appelle les malformations adénométriques kystiques, qu'on appelle les CPAM maintenant. On voit un vaisseau, utiliser les techniques de post-traitement, du MIP ici en reconstruction oblique, qui envoie l'artère qui naît de leur descendante et qui vient vasculariser cette lésion. La même chose ici en 3 dimensions. Un autre cas que je vous montre ici, une opacité dans le lobe inférieur gauche, de nouveau des formations kystiques dans le territoire incriminé. Et avec les post-traitements, on voit très bien ici l'artère qui naît de la intra. Donc les intralobaires, c'est facile à diagnostiquer. Encore d'autres variantes intralobaires, un cas de hyperphérétique est tout à fait intéressant. Regardez cette énorme artère qui naît du côté droit de l'orbe descendant. Et qui n'est pas toujours dans les lobes inférieurs à la séquestration. Comme vous pouvez le voir ici, on va dans le segment supérieur du lobe inférieur. On n'a pas de kyste, on a simplement une zone d'oligamie. Alors je n'ai que les coupes que je vous montre ici. Peut-être qu'il s'agit d'une zone de trapping qui serait en distalité d'une atrésie bronchique. Il faut revoir le cas dans son entièreté. Encore un autre cas, opacité nodulaire. On voit qu'il y a un raccordement linéaire vers le lead chez ce patient. Bon, l'injection n'est pas terrible, on voit très bien la formation kystique ici aussi, et l'artère qui le raccorde vers la route descendante. Et en distalité, vous retrouvez l'aspect tout à fait typique des malformations adénométriques kystiques ou des CPAM de type 2, comme je vous ai montré auparavant. Complications qu'on peut avoir dans ce type de malformation, c'est la surinfection. Ce patient a présenté une surinfection, c'est le même patient. Et donc vous avez une hépatisation complète de la malformation qui est apparue chez ce patient. Les extralobaires, on peut en voir à l'âge adulte, mais souvent il faut bien les chercher. Alors elles seront globalement quasi systématiquement non aérées. Et donc aussi on a un petit épaississement tissulaire. On voit qu'il y a des lésions intérieures. On utilise les maxi pour voir qu'il y a un raccordement par rapport à l'arbre descendant. Et on regarde le drainage veineux. Le drainage veineux qui se fait ici, il redescend au niveau intra-abdominal à travers le diaphragme vers le système corps. Donc c'est franchement petit, une séquestration extralobaire que l'on retrouve à l'âge adulte, ici avec l'artère, la malformation ici déposée sur le diaphragme et le drainage veineux vers le système. Une autre en paravertébrale ici, une formation kystique paravertébrale. Le diagnostic différentiel est relativement large, mais si on utilise les post-traitements, on arrive directement au diagnostic et on peut voir ici que cette petite séquestration extralobaire était vascularisée par 2 artères. Donc elle est petite, mais il y a quand même 2 artères. C'est extrêmement important pour le chirurgien de savoir le nombre d'artères anormales qui va vasculariser ces malformations. Une variante des séquestrations, c'est ce qu'on appelle l'apport artériel systémique anormal ou poumon normal. C'est-à-dire que dans la plupart des séquestrations, comme je vous l'ai montré, on a des composants kystiques, on a des anomalies bronchiques. Ici, il s'agit simplement d'une artère qui va naître de l'aorte et qui vient vasculariser un poumon qui, par ailleurs, est tout à fait normal. Ce qu'on va voir simplement, à part ce vaisseau anormal qui est ici, c'est qu'on n'aura pas d'artère pulmonaire. Les bronches sont présentes, mais on ne voit pas d'artère pulmonaire. Et on voit un verre dépoli dans le lobe correspondant, probablement dû à des hémorragies à répétition ou à l'hyperémie du parenchyme pulmonaire, puisque la pression est évidemment plus importante, puisque la vascularisation est artérielle systémique. Terminé pour les artères systémiques, on passe au niveau des artères pulmonaires. Je vais vous montrer simplement 2 exemples. On commence simplement par les interruptions des artères pulmonaires, qu'on appelait avant également agénésie d'une artère pulmonaire, terme qu'il ne faut plus utiliser, tout simplement parce que les artères pulmonaires intrapulmonaires sont présentes. Il y a simplement un segment proximal qui va manquer. Donc ici, on a une occlusion, je vous montre le schéma d'Edouard aussi, une interruption au niveau de la portion proximale de l'artère pulmonaire droite, et un autre cas avec la même chose, mais du côté gauche. Situation clinique tout à fait différente entre les 2 côtés. Ça, c'est relativement banal, ça entraîne peu de complications. Ceci, c'est souvent associé à des diverses malformations, notamment une tétralogie phallo, et la symptomatologie sera beaucoup plus bruyante, évidemment, dans les interruptions gauches que dans les interruptions droites. Le poumon va quand même bien être vascularisé, donc il va être vascularisé par des artères systémiques. Artères systémiques qui peuvent être des artères bronchiques, qui peuvent être des artères également non bronchiques, diaphragmatiques, mammaires artères, etc., comme Antoine vous l'a montré.
Et ces vaisseaux vont circuler à travers les septa interloculaires. Donc on aura un épaississement des septa interloculaires chez ces patients. Vous comprenez bien le risque majeur chez ces patients, ce sont les hémoptysies, d'autant plus qu'ils vont faire des infections à répétition, développer des bronchiectasies, et donc ces hémoptysies peuvent être fatales. On peut voir également des petits chantres systémico-pulmonaires au niveau supérieur. Deuxième grosse malformation des artères pulmonaires, qu'on appelle l'artère pulmonaire gauche rétrotrachéale, c'est-à-dire que l'artère pulmonaire gauche va naître de l'artère pulmonaire droite et va cravater la trachée, et passer donc entre la trachée en avant et le déballage en arrière. Quand vous découvrez ça à l'âge adulte, généralement sans aucun symptôme, c'est une découverte tout à fait de hasard, alors que chez l'enfant, ça peut être une situation extrêmement complexe, associée à des malformations autres, notamment vasculaires, et à des sténoses et des maladies qui vont vraiment conditionner le pronostic de ces patients au niveau de la trachée et de la bronchite. Et pour terminer, les anomalies des veines pulmonaires, terminées par les veines pulmonaires, c'est probablement les plus importantes à reconnaître pour le patient. Je vais simplement parler des anomalies de drainage, qui sont extrêmement fréquentes et qui sont sous-estimées. Enfin, très fréquentes, attention, c'est 0,4 à 0,7% de la population. Le problème, c'est que lorsqu'on ne les diagnostique pas, on s'expose à des problèmes cliniques qui peuvent être importants. Il y en a 30 types différents, on ne va pas les voir tous, mais on peut comprendre qu'il y en ait beaucoup, tout simplement parce que le plexus pulmonaire, qui est le poumon, qui est en développement au niveau embryologique, ne se draine pas au niveau du cœur gauche, mais va se drainer dans toutes les veines systémiques qui sont en contact, que ce soit les veines cardinales antérieures, postérieures, le sinus utélin, le plexus plantique, partout où il y a un organe, finalement, ce poumon, au début, se draine. Ce sont toutes les petites veines qui sont montrées ici par les astérisques, et lorsque dans le développement biologique, le plexus pulmonaire va finalement se drainer dans la veine pulmonaire primitive, toutes ces anastomoses doivent se fermer. On comprend très bien qu'il puisse y a la loi qui persiste, et donc on aura un drainage veineux anormal. Elles ne sont pas toujours faciles à diagnostiquer parce que généralement, ces drainages anormaux sont sans anomalie de trajet. C'est-à-dire que la veine va se drainer dans le confluent ou dans la veine qui est la plus proche au niveau du médiastin. Ici, on a une veine pulmonaire supérieure droite qui paraît peut-être en position normale, mais elle ne descend pas vers l'oreillette gauche et elle se draine dans la veine cave supérieure. De nouveau, aidez-vous des post-traitements pour faire une diagnostic. Veine cave supérieure ici, ça c'est la veine pulmonaire qui se draine directement dans la veine cave. Ça peut même parfois se voir sur des radios standards, comme on voit ici, tout simplement parce que cette veine pulmonaire supérieure droite se drainait dans la crosse de la veine azygos, et donc on a une énorme veine azygos visible sur la radio. Encore une veine pulmonaire supérieure droite qui se draine dans la veine cave, associée ici à une bronche trachéale. Regardez toujours les îles, vous connaissez l'anatomie au niveau des îles. Du côté droit, on a la veine, l'artère et la bronche. Ici, la veine est absente, tout simplement parce qu'elle se draine plus loin de la veine cave. On n'a plus que l'artère et la bronche. Dès qu'on voit ça, il faut regarder toujours s'il n'y a pas d'anomalie veineuse. Du côté gauche, c'est plus simple généralement parce que la veine anormale va avoir un trajet plus long intra-médiastinal. Mais regardez au niveau du île. Donc au niveau du île, généralement, on a veine, bronche, artère. On voit ici qu'on n'a pas de veine, on n'a plus la bronche, artère. Ça veut dire que la veine, il faut la chercher avec un drainage anormal vers le spontané inoculé gauche. Pourquoi est-ce important? Tout simplement parce que ces patients vont avoir une surcharge volumique permanente du cœur droit, qui dans 30% des cas, et on ne sait pas prédire quel patient va développer, cette surcharge en pression va finir par tuer le patient. 30%, c'est quand même beaucoup, et ces patients, donc on les suit par IRM, on mesure, comme vous l'a montré Antoine, le débit pulmonaire sur le débit cardiaque. Lorsqu'il est 2 fois supérieur au niveau pulmonaire au débit systémique, ben, il y a une indication d'intervention. Et je termine en vous montrant les drainages anormaux avec des anomalies de trajet, peut-être plus faciles à diagnostiquer, mais qui symbolisent vraiment bien la philosophie de regrouper et de décrire toutes les malformations qui sont associées. Donc, vous voyez ici une veine de drainage verticale qui va finir par se drainer au niveau de la veine cave inférieure, former ce qu'on appelle la veine de Sinclair, qui rappelle le sabre moyen oriental, qui peut drainer toute une partie du poumon droit. Pourquoi est-ce intéressant? Tout simplement parce que vous devez rechercher quasi toutes les malformations dont je vous ai parlé précédemment chez ces patients. On voit qu'il y a un poumon ici qui est hypoplasique, donc petit poumon, on va avoir une dextrocardie, le cœur n'est pas inversé, hein, il est simplement déplacé vers le côté droit. On voit une autre malformation dont je ne vous ai pas parlé, qui est le poumon cérastral, c'est-à-dire quand il y a un poumon droit qui passe du côté gauche, ou un poumon gauche qui passe du côté droit. Donc ceci se montre
bradycardie avec hypoplasie pulmonaire. On voit très bien la veine occidentaire, mais on voit qu'il y a un autre vaisseau normal qui est en dedans. On a classifié ici l'or, une artère séquestrante, hein, donc il y a une vascularisation également anormale systémique du poumon. On voit les anomalies bronchiques, on voit que ce patient avec, c'est le même patient à chaque fois, hein, avec une bronche trachéale. On voit également une autre anomalie dont je ne vous ai pas parlé, qui est un diaphragme accessoire. Donc vous voyez que chez ce patient, on diagnostique finalement la malformation parce qu'il y a une veine qui est anormale, mais on va rechercher également toutes les autres malformations qui sont associées et qui sont extrêmement importantes, évidemment, pour la mise au point de ce patient. Donc je crois que la chose qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que maintenant, les malformations, on ne les considère jamais comme uniques, séquestration, bronche trachéale, etc. Dès que vous voyez une malformation, vous devez rechercher toutes les autres malformations. Elles sont très souvent associées les unes aux autres, et ça a des intérêts cliniques tant pour les pneumologues que pour les chirurgiens et les anesthésistes. Le nombre de bronches trachéales qui ont été intubées par les anesthésistes et qui ont entraîné une détresse respiratoire tout à fait inexpliquée lorsque le patient est en début d'intervention, et quasi porte vous en trouvez un poison dans la littérature. Voilà, je vous remercie.